en direct du Cochon Hardy. Ça y est, en direct du Cochon Hardy avec Pascal Alliot. Bonsoir, enfin bonjour. Avec Dezel, qui n'est pas le frère de Louis. Auquel cas on l'appellerait l'affaire Louis Trio, mais ça n'a rien à voir. Non, Planète, tout ça. C'était un super bon groupe des années 80-90. Il nous a quitté, Monnier. Monnier nous a quitté il n'y a pas très longtemps, il y a environ 2 ans maintenant, 2 ans et demi ou 3 ans peut-être. J'aimais beaucoup. Il était aussi, Pascal était aussi chroniqueur musical. Oui, tout à fait, j'ai fait ça à l'époque lointaine. Il a fait lointaine. des tas de choses. Ouais, j'ai essayé. Mais on rappelle que Pascal Alliot est pour l'essentiel, à part le compagnon de Martin qui était à nos côtés, qui est sa vocation, seule vocation, aimer. Oui. L'homme d'une seule femme. Mais c'est pas pour ça qu'on est là, nom de Dieu, arrête de changer de sujet. Pardon. Que me vaut cette idée? Parce qu'il est archéologue, donc il a écouté India. Ah, tu as arrêté? Je n'ai pas franchement arrêté à 100%, non. Ah, tu es quand même dévoré, toujours dévoré par l'archéologie. Bien sûr que je vais toujours faire des choses dans ce domaine-là un jour, et même encore maintenant, bien évidemment. Mais tu te consacres essentiellement à l'écriture. Maintenant, je parle de plus en plus à l'écriture, et ça c'est la pile. Enfin, t'as envie de dire, mais je n'en vis pas. En tout cas, j'essaye de me consacrer déjà à la journée. On rappelle le premier, brandis-le. Oui, je le brandis, tel un courageux de ce monde en pleurs. Tu le brandis, mais tu ne le vois pas. Voilà, le journal ordinaire d'un assassin pas ordinaire. Alors c'est ce pourquoi on s'était déjà vu. On s'était vu il y a un peu plus d'1 an et demi, je crois, à peu près. Environ presque 2 ans même, je dirais. Et il a été quand même finaliste du prix découvert de la Vivre, ce petit machin en 2024, donc c'est quand même pas si mal. Donc pour un premier jet qui avait été écrit très vite, en une quinzaine de jours, en fait, l'écriture m'est tombée un peu comme Damoclès envoie son épée à la tronche des gens assez rapidement. Un matin, je me suis réveillé, je me suis dit, ça y est, j'y vais. Et j'y suis allé, je me suis mis derrière l'ordinateur. Tu es dévoré par l'écriture. Ah, complètement. Moi, je pense que ça fait vraiment partie maintenant de ma vie intégrale. Tous les jours, j'écris. J'écris plusieurs heures par jour, 2 heures, 3 heures, ça dépend. Là, en ce moment, je planche. En fait, je planche en permanence sur des projets, par exemple. Oui, mais apparemment, parce que donc, en 2 ans, là, il nous manque un bouquin et il y en a un autre qui sort. En cours, me disait Martin. Oui, il y a là, je ne peux pas vous présenter malheureusement Terre Mange T'es Mort parce que je ne l'ai plus, qui était publié aux éditions DH, je ne l'ai plus sous la main. Mais là, il y en a un autre qui arrive dans une maison d'édition qui est pas mal, qui s'appelle Ghoster, qui est basée à Lyon, qui s'appellera Asphalt, qui sera un thriller noir, très sombre, qui reprendra justement les personnages de Terre Mange T'es Mort, en l'occurrence le commandant de police, elle devient commandant, elle monte en grade, Sophie de Breuil, et l'ami Davos, qui est donc lui aussi qui est capitaine lui, pour le concernant, et qui lui donc est son adjoint. Alors, on va faire ça dans l'ordre. Il y a Diaz Irae qui est sorti ensuite. Oui. En deuxième position, c'était Terre Mange T'es Mort. Et en troisième, il y a Diaz Irae, Jour de colère. Alors, qui lui, tu peux le brandir. On va le brandir bien comme il faut. Qui lui est sorti aux éditions Maya, donc qui est une maison d'édition qui est basée à Paris pour construire cette maison et qui lui raconte, n'est pas du tout un thriller, enfin, ce n'est pas un thriller, mais c'est surtout pas un polar. C'est l'histoire c'est une petite partie autobiographique pour tout ce qui est les premiers chapitres de cette histoire en grande partie. On rappelle que tu es surgelé donc Picard. Tout à fait, je suis né à Saint-Quentin en Picardie, donc là-haut où il fait froid. Dans l'Aisne, à Saint-Quentin en Picardie, le long d'un canal. Et que l'on retrouve d'ailleurs en partie décrit dans le premier, et aussi un petit peu pour le parc d'Île dans celui-ci. Donc c'est l'histoire de 2 frères qui naissent dans une famille très pauvre, ouvrière, dans les quartiers ouvriers, et qui peu à peu vont quitter leur malheur, si on peut se permettre de parler ainsi, en découvrant le monde de la musique et en créant un groupe de rock. Et on va les suivre tout le long de leur vie. Toi, quoi. Un peu mon histoire. La musique t'a sauvé. La musique, comme Bougu a sauvé des eaux, moi c'est pas Ours Pascal a sauvé des eaux, voilà, par la musique. Est-ce qu'ils deviennent aussi chroniqueurs comme toi, qui font de la radio? Oui, ils vont faire de la radio et surtout ils vont créer un groupe qui va avoir un succès très important. Si tu connais Noir Désir, par exemple. Un peu, oui. On va dire que ça suit un peu la trame de l'histoire de Noir Désir. Et est-ce que ça finit comme Noir Désir? Ça finit tristement. Qui a fait des hits, mais pas que. Mais ils n'ont pas fait que des hits. Je vois ce que tu veux dire. Oui, ils ont fait. Ça veut dire frapper. Oui, ils ont fait du hit Bang Bang, quoi. C'est ça que tu vas me dire. Ils ont fait une chanson qui s'appelle Bang Bang, c'est ça, non? Voilà. Bon, ça, on pourra rentrer dans la mauvaise polémique, quoi, non? Tout à fait. Est-ce qu'en trame, il y a justement un côté très social et ouvrier? Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, avant de parler rock'n'roll, je pense que ce livre, dans toute sa première partie, les premiers chapitres parlent exclusivement du niveau social d'une ville, qui est ma ville en fait, même si c'est ça, on appartient au monde de l'imaginaire. C'est Saint-Quentin. Moi je connais un peu Amiens. C'est comme Amiens en pire. Comme Amiens en pire. Amiens c'est beau. Voilà. Saint-Quentin, il n'y a plus rien. Si tu es jeune à Saint-Quentin, tu t'en vas. On voit des cheminées d'usine,
Tout à fait. C'était les grandes places des cotonnières. Ouais. Il y avait les grandes usines cotonnières qui étaient très importantes. Bernard Arnault a tout délocalisé. Non, mais pas Bernard Arnault, c'est arrivé encore bien pire que ça. C'est arrivé déjà pendant la Première Guerre mondiale, puisque Saint-Quentin a été détruite à 90%, pratiquement 90%. T'avais la ligne Édimbourg qui coupait Saint-Quentin en deux. Ouais. Et donc la population avait déjà été éjectée dès 1914. Fin 1914, la population de Saint-Quentin est éjectée à l'extérieur, donc dans l'obligation pour ses affaires, parce que les Allemands débarquent. Et les gens sont et ça va devenir un lieu quasiment de bataille, de harcèlement quotidien des Alliés qui vont essayer de la reprendre, enfin, tout simplement. Et donc la ligne Édimbourg s'établit là. Et si tu traverses un endroit qui s'appelle les Champs-Élysées, tu passes au niveau de la ligne Édimbourg. Rien à voir avec les Champs-Élysées parisiens. Les Champs-Élysées parisiens sont plein de magasins, les Champs-Élysées de Saint-Quentin sont plein de sombres et de rien. Et t'as quand même des cours de tennis à côté où quand j'étais petit, j'allais jouer de temps en temps. Donc en fait, Saint-Quentin, c'est une espèce de laboratoire de ce qui est en train de devenir laboratoire la France. C'est un grand mot, mais ça, je ne rentrerai pas dans cette discussion, pas maintenant. Oui. Mais oui, socialement, c'est une ville en catastrophe totale. Tu as un taux de chômage qui est hallucinant, et même des quartiers qui étaient censés être bourgeois. Une partie de ma famille avait à une époque habité ces quartiers-là, c'est devenu plus compliqué au niveau social. Voilà. Donc tu es devenu ce qu'on appelle un gentilhomme de fortune, c'est-à-dire un aristocrate en déshérence qui fait de la piraterie en littérature. Ouais, c'est un peu l'idée. Mais en fait, plus simplement, je pense que je suis devenu... Ouais, c'est ça. J'ai bien aussi parlé de ce qui se passe par l'intermédiaire de ces livres, surtout celui-ci, qui est quand même assez social. Ça, c'est limpide. Et donc, ces jeunes gens vont donc connaître un succès progressif, mais fulgurant. Ils vont devenir un peu comme le fameux Noir Désir qu'on nommait tout à l'heure. Encore peut-être même un peu au-dessus. Ils vont devenir vraiment très très gros, très gros. Écoute, quant à faire, si j'ose dire. Pardon, je me permets de... Vas-y, désaltère-toi. Exactement. Quant à faire, autant qu'ils deviennent Beyoncé, quoi. Non, on va pas arriver là. Ça reste encore quelque chose de très, très rock'n'roll, un travail vraiment très Et alors sans le compromis. rock, c'est justement... Le rock, c'est très social. C'est exclusivement social. C'est déjà à la base. C'est une musique. En France, c'est quelque chose de très prolo. Ou pas? Ouais, ça dépend ce que tu définis par le terme prolo. Comme Marx. Ouais, d'accord. Das Kapital, oui, d'accord, ok. Ouais. Oui, non, pourquoi pas, mais c'est vrai que par exemple, question. j'oserais dire plutôt en Angleterre, parce que si tu connais l'Angleterre, en Angleterre, la plupart des groupes, même des groupes à énorme succès, j'ai pas nommé, je les aime pas forcément, mais des gens comme Blur, comme Oasis, enfin même bien avant, les Kids, Shudaito, tous les punks, tu prends les Pistols, tu prends les Clash, tu prends les Damned, enfin tous ces gens-là, c'était les gamins des quartiers pourris, enfin on va pas se moquer des quartiers ouvriers, quoi, ça vient de là, londoniens, mancuniens, etc., et même déjà bien avant les punks, déjà les Kings, les Beatles viennent de où, à ton avis? Il vient de pareil, la même chose, les Stones, les Stones étaient un peu plus bourgeois à l'origine. Ah oui, tiens, j'aurais pensé l'inverse. Keith Richards était quand même plus bourgeois à la base parce que ses parents étaient bien installés, pas hautement bourgeois, mais étaient quand même déjà avec des gens avec un peu plus de moyens. Mais dans l'ensemble, oui, bien sûr. Et là, je pense que le mot rock qui vient du prolétariat, ça correspond vraiment au rock anglais. Ouais. Par exemple, avec tout l'opposé, par exemple, du punk américain qui lui était issu des étudiants des Beaux-Arts, des étudiants, des gens qui s'intéressaient à l'art, à la littérature, Patti Smith, Television, etc. Les Ramones, peut-être que les Ramones sont peut-être l'exception à la règle, mais dans l'ensemble, Iggy Pop aussi. On le voit, c'est plus grinçant les Ramones. Iggy Pop, par exemple, son père, sa mère était un style, si je me souviens bien, enfin quelque chose comme ça, donc c'était quand même pas les prolos de premier niveau. C'est classe moyenne. Faut pas s'emballer non plus. Faut pas s'emballer non plus. Richard Hell habitait un petit appartement de rien à New York, par exemple. Richard Hell, le mec des Void Void, par exemple. Donc il y a un lien en fait avec le mode de communication culturelle, là pour le coup le rock, et est-ce que on va changer de secteur? Est-ce que finalement le théâtre est devenu bourgeois? Il n'y a pas de théâtre de prolo. Il n'y a plus de théâtre de prolo, il y a eu l'époque. Il y avait les théâtres qu'on appelait les théâtres de boulevard, qui étaient les théâtres de prolo, les gens de niveau social un petit peu. Ceux qui en faisaient ou ceux qui y allaient? Ceux qui y allaient, je pense, parce que ceux qui en faisaient étaient quand même payés avec plus ou moins bien selon le succès de la scène, de la pièce, j'imagine des choses comme ça. Il y avait les cassettes au cachet, au charbon, au chapeau, au charbon, aller au charbon. Une expression bien connue où on te jette des... Si tu réussis, on te jette du charbon. Et si tu réussis pas, on te jette des tomates. Les tomates, c'est bien, parce que tu peux les bouffer. Non, mais elles sont pourries, sinon... Pardon, excusez-moi, je me permets de me moucher parce que... Oui, parce que monsieur est sensible aux acariens et à l'humidité. Non, mais franchement. Alors, Dies Irae, c'est... Oui, Dies Irae, Chant de colère. Si tu connais Noir Désir, il y a un album live. Oui. Dies Irae, j'imaginais bien que tu connaissais cet album avec la couchette bleue et la tronche du bonhomme en dessin dessus. Est-ce que c'est pas, du coup, un livre féminicide?
C'est pas très gentil, là, un premier abord comme ça. Ce n'est pas un Monsieur soutient donc Bertrand Cantat, puisqu'il invoque... Mais en plus, je le connais. Mais je le connais. J'ai même organisé leur interview le jour où le Front National est arrivé en mairie de Saint-Quentin, de Toulon, pardon. Oui, alors est-ce que tu as été dansé sur la tombe de Jean-Marie Le Pen? Tu veux que je répète ce que je t'ai dit? Tu veux que je te répète ce que je t'ai dit? Ça, je ne le répéterai pas. Non, on sort aujourd'hui. C'est pas le moment. Mais oui, donc en fait, on avait organisé une journée contre le Front National. Oui, voilà, parce que quand tu étais jeune, tu étais de gauche, toi aussi. J'étais là où je me situais, on va dire. Voilà. Anarchiste situationniste, non, c'est pas ça le sujet. Situationniste, pisser en bras deboux. Alors, mais pas contre le vent, hein. Non, le vent, après, tu prends tout dans le pantalon et c'est chiant, tu rentres mouillé à la maison et tu dis merde, pourquoi je dois me changer, quoi. Alors, c'est plutôt gênant. On enchaîne sur Mange tes morts. Ah, Mange tes morts, c'est mon premier véritable thriller noir contemporain, je voudrais dire, qui se passe, lui, dans une langue sordide, mais qui va vraiment commencer à utiliser un peu le monde de l'archéologie comme base pour décrire les meurtres en particulier. Ouais. Une mise en scène assez spéciale. C'est... Ouais, surtout en tant que l'époque du néo-final et de l'âge du bronze, puisque la technique utilisée pour l'assassin qui est terrifiant va il y a mettre toujours en place... des assassinats, t'aimes bien le meurtre? Ouais, mais j'adore ça, j'adore. Mais moi aussi, mais dans la vraie vie. Ah non. Mais c'est mon travail, je veux dire. Moi, c'est mon travail aussi, mais je l'écris. Ouais. Voilà, après, chacun son Alors, travail. est-ce que tu as un rapport comme Pepe Carvalho, Montalbán, qui décrit... qui fait un parallèle avec la cuisine, c'est l'art d'accommoder les morts. Son dernier roman, d'ailleurs, parle de cuisine pas mal, d'ailleurs. C'est toujours, mais encore plus que d'habitude, parce que ça s'appelle La cuisine, machin chose, j'ai oublié le titre exactement. C'est pas son dernier roman. Si, son avant-dernier, enfin, il y en a qui s'appelle Les cuisines ou un truc comme ça. Non, qui est sorti chez l'Oiseau Noir, le nouveau éditeur qui s'appelle l'Oiseau Noir. Il parle de... Non, mais il est mort depuis longtemps. Oui, non, mais ils ont réédité des textes chez l'Oiseau Noir. Oui, non, alors voilà, donc c'est pas son dernier. L'Oiseau Noir a réédité tout le temps. C'est des incunables. C'est inculable, pardon, je m'en excuse. Je m'en excuse, je suis un peu dépassé par les événements. Je l'apprends, donc c'est bien au passage. Et donc tu as une maison d'édition qui s'appelle l'Oiseau Noir, qui sort des nouveaux auteurs et qui parfois récupère des anciens textes et remet au goût du jour des anciens textes, si tu veux, de gens comme ça, très connus dans le thriller noir, dans le texte bien noir. Donc oui, non, on n'a pas l'histoire de cuisine, une histoire de cercle mortuaire. Donc tu sais, les cercles mortuaires où on faisait les povotifs, et à l'intérieur, on reproduisait une petite ville, une ville miniature dans laquelle on mettait les morts, on déposait les morts, et on creusait un grand fossé, d'où le terme de cercle mortuaire. D'accord. Donc ce cher monsieur installe ses morts dans un cercle mortuaire et dépose des restes de cercle. On parle de ton personnage, on est plus chez Montalbán. Donc il met les personnes assassinées très sauvagement, qu'il garde précieusement dans une mort, dans des grottes, enfin bref, tout un petit rituel sympathique. Ouais. En fait, ce que tu aimes dans le meurtre, c'est le rituel. Ouais, tout à fait. C'est l'archéologue qui revient finalement. Je pense que oui. Quelque part, il y a fatalement... Et dans le Picard, est-ce que le Picard aime le rituel ou ça n'a rien à voir? Il faut que ça vérifie. Avant congélation, comme dirait Madame Courgeot. Ah, si t'as une bonne ficelle Picard à me faire manger, ça pourrait m'intéresser, fatalement. Est-ce qu'on a que ça? Je me suis toujours interrogé. Là c'est vraiment... On ouvre une parenthèse enchantée entre Picard. Il n'y a que ça de cuisine chez nous, la ficelle picarde? En Picardie, non, il y a plein de choses. Il y a le maroilles, si tu aimes le fromage. Oui, aussi. Comte de Brie-de-Meaux, de Maroilles, il y a plein de choses, chaque région est assez variée. J'ai vécu tu as la tourte au maroilles, la ficelle picarde au maroilles, le petit déjeuner au maroilles. Le maroilles est le meilleur porteur de la Picardie. Exactement. Ce sera le titre de mon prochain livre. Tout à fait, le meurtre à l'étouffée au maroilles, par exemple. Voilà. Revenons, mais arrête de changer de sujet, c'est vraiment désagréable. Moi j'arrive à suivre, mais pense aux auditeurs. Pense aux auditeurs, oui. Bordeur de milliards de dieux. Donc, on en était à Mange tes morts. À Mange tes morts, donc un titre très éloquent, en fait, qui est issu de la tradition gitane. Oui. Puisque tu as eu... Lopez, voir cette séquence, quand tu dis quelque chose, voilà. Quand tu dis quelque chose comme ça aux gens, c'est vraiment pas très gentil. C'est quelque chose qui va pas leur plaire souvent. Dans le monde gitan, souvent tu commences à avoir des gens du voyage ou qui sont sédentarisés, ça c'est pas la même chose. Qui tiennent exactement, et tu dis Mange tes morts, c'est la pire insulte gitane que tu puisses balancer. C'est Mange tes morts. Et tu avais eu un film qui a été primé à Cannes, justement, qui s'appelait Mange tes morts. Mange tes morts, tu ne diras point. Tu diras point, ça s'appelle comme ça. Et qui avait eu un prix du public, qui avait eu un prix, qui avait prix du jury à Cannes, il y a une petite dizaine d'années, 7 ans, 8 ans peut-être maintenant. Et c'était un film vraiment génial, et c'est en voyant ce film que ça m'avait donné envie d'appeler mon roman, de nommer mon roman, Mange tes morts. Je trouvais ça chouette, puis ça correspondait bien à la terre. Tu sais, ils sont enterrés dans une lande avec une terre très, très tourbe, très tourbeuse, donc l'idée que ça mangeait les morts. Bons whisky.
Tout à fait. Clin d'œil à ta la maison. dernière fois. À la dernière fois, n'est-ce Que pas? j'ai plus parce que j'ai pas eu le temps d'acheter. Je l'avais fini, je crois. Mais- non, j'ai pas fini, il restait non, il restait un un fond. fond. Parce que monsieur est courtois. Monsieur est courtois et je n'avais pas fini le whisky. Donc oui, donc tout à fait. Et donc l'idée que les morts puissent être avalés par la terre, si tu veux, c'était quelque chose qui était intéressant. Donc Terre mange tes morts collait bien en fait à ça. Alors le fil rouge de cette histoire. Une fille issue d'une famille très bourgeoise, mais qui a vécu une jeunesse, on va dire, et surtout une post-adolescence très difficile, Oui, épisode très dangereux, c'est très les difficile. bourgeois sont canailles. Elle était bon junkie, etc. Elle a été violée par des mecs, et donc pour se venger un peu de sa vie un peu désastreuse, et surtout pour essayer de se retrouver une santé morale, physique, psychologique et tout ce que tu veux, elle s'engage dans la police. Je sais, des gens font ça. Et elle se nomme donc Sophie Lebreuil, et elle va être balancée dans cette. Alors, en fait, elle se spécialise très vite dans les affaires un peu tordues, Ouais. tu vois, les affaires un peu particulières, Ouais, bizarres. ouais. Et là, ça colle bien, quoi. C'est des mecs enterrés dans un beurre, enfin des gens qui sont des randonneurs, des militaires, parce qu'il y a des militaires qui vont être aussi. Il y a un camp militaire dans la Lande, enfin bref. Elle va se retrouver au cœur de Ça va l'enquête. être adapté à Netflix, je vois le truc. Elle va être Marshall, tu vois, qui fait oui, la oui, réalisation. je reviendrai avec Marshall, mais j'adorerais que ce soit adapté par Marshall d'ailleurs, mais je ne crois pas trop. Peut-être le prochain, on verra. Et en tout cas, Olivier Marshall, oui. En tout cas, oui, donc voilà, donc cette fille est envoyée là-bas sur place par un service de police qui est un petit peu dans l'obligation d'envoyer parce qu'il n'y a personne qui veut se rendre là-bas, quoi, si tu veux. Ouais. Et donc elle chope deux flics avec elle, s'appelle Davos, un autre qui vient un troisième qui est moins important dans l'histoire, qui sera d'ailleurs tué à la fin, enfin bref. Ouais, mais qui le dis arrive pas, là. c'est- Non mais c'est pas le plus important, je dis, Oui, c'est pas le personnage bon, clé. C'est un détail. Et donc elle va mener l'enquête là-bas, voilà, Ouais. pour faire ça. Elle va se heurter à. Et donc l'intérêt c'est le milieu militaire. Et L'intérêt, une c'est secte. ce genre- Il y a une secte qui est installée là-bas, enfin on va dire un lieu de culte libre, pour dire Ouais. comme on dit aujourd'hui, Ouais, voilà. qui est érigé par un certain Baloberti. C'est une qui est- religion qui n'a pas réussi. qui est une on dit espèce aussi. de type, qui est un ancien curé, qui a fait un ancien, ouais, il a fait le séminaire, un ancien curé de base. Et Ouais. il s'est barré parce qu'il a craqué un jour, il a dit voilà, je lâche les amarres, je largue les amarres, je romps le banc et je me casse dans cette lampe, créer un groupe, quoi, un groupe religieux libre. Ouais. Et donc il a créé une collectivité, quoi, collectiviste. Est-ce que ça s'installe. finira comme un Waco? Ouais, pas loin. Et là, tu me gênes parce que. Oui, il faut pas le dire. Mais non, ça c'est pas Waco, on n'est pas dans la même idée. Ouais. En France, on Mais n'est bon. pas comme Trump. On vire pas les Palestiniens pour Je vois- mettre des hôtels de luxe et exploiter le gaz. Ouais, non, mais t'inquiète pas, ça nous retombera un jour sur le nez, mais ça serait notre discussion. Voilà. Ça nous retombera covidemment, tu vois ce que je veux dire. Oui. Bref, donc après, donc voilà, donc cette fille, elle va aller au bout de son enquête, voilà. Et j'ai décidé, et ça c'est important pour la suite, parce que quand on parlera de Asphalt tout à l'heure, Ouais. j'ai décidé d'en faire mes deux personnages clés. Davos et donc De Breuil, ce sont donc des deux personnages clés qu'on va retrouver dans plusieurs romans, Ouais. qui sont soit écrits, publiés ou en cours de publication, ou alors en cours de demande de maison d'édition. Ouais. Donc voilà. Après, on va attaquer Voilà. par Alors, le troisième. montre-le, parce qu'on avait Voilà, pas donc mangé ça c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, qui est un Ouais, texte mais arrête très de le difficile. secouer pour qu'on le voit. Voilà. Donc c'est un texte très difficile qui s'appelle Ouais. Jusqu'à l'os. Jusqu'à l'os. Donc Mais c'est un texte sur la France. Ah, arrêtez avec ça. c'est un texte sur la déportation et le crime de masse. Ah, c'est sympa, il y a une bonne ambiance ce matin. Ouais, J'ai la c'est pêche. adorable. Et je lirai un petit Mais- passage tout à l'heure. Sophie De Breuil, c'est toi, non? T'as été violée, enfant. Et j'ai été envoyé dans ce château. Voilà, En fait, c'est tout simplement. t'étais à Colditz. Voilà, Donc, tout à fait. Non, j'étais à Colditz. J'étais déporté à côté de Nuremberg. Ouais. Dans un petit village, dans une vie antérieure qui s'appait Krochmik. Et Ouais. il y avait des Non, fosses mais en mortuaires Picardie, terribles. les Boches, on les a vus, faut le rappeler. Non, il y avait un seul camp de concentration en France, c'était en Schwadorf. Alsace. Schwadorf, tout à fait, c'était en Alsace. Ouais. Et d'ailleurs, là, ça revient toujours à l'archéologie, parce que depuis, il y a eu un programme de recherche de 5 ans sur le Ouais. Schwadorf. Et l'année prochaine, cette année, à partir du mois de juillet, à partir des vacances d'été, le résultat des fouilles va pouvoir être montré au public, au grand public. D'accord. C'est l'INRAP et le CNRS et aussi le centre d'archéologie de Grand Alsace qui a été chargé Il de n'y aura projet. pas de céramique de l'Arche du Bronze pour le coup. Ils ont trouvé des choses plus anciennes en dessous, mais Ah ça c'est oui. normal. Ça c'est normal, ça Oui, fait partie mais des choses. Mais surtout ils ont Dès qu'il y fouillé, a habitation humaine. et ça fait penser à mon livre parce qu'ils ont Oui, fouillé alors, un reviens à atelier. ça, vraiment. Ils ont fouillé un atelier qu'on retrouve en Ouais. partie dans mon bouquin, qui est une carrière. En fait, ils ont fouillé une carrière qui était où justement des gens sont venus travailler, mourir en qualité d'esclaves du Grand Reich. Donc là-bas. Donc on retrouvera donc ce livre-là ne se passe pas pendant la guerre. Hein, je précise, c'est un bouquin qui peut se passer aujourd'hui, demain, hier, avant-hier, Oui, parce que après-demain. Qu'est-ce C'est que le universel. totalitarisme fait de l'humain Je sais pas quand si ça tu te as. prend? Je sais pas si tu as vu ce film américain qui est sorti il y a un an, Civil War, je sais pas si tu l'as Oui, vu. bien sûr. Ben, on peut penser à ça, tu vois, on peut D'accord. penser à quelque chose comme ça. Alors, ah oui, c'est les conséquences de Civil War quand ils Voilà. ont gagné, quoi.
t'as un parti un petit peu, on va dire totalitaire, un parti qui prend, je peux dire de gauche ou de droite, je m'en fous, c'est un parti. Un parti X qui est quand même plus comme d'obligeance un petit peu à tuer des gens quand même, on va le dire. De toute façon, à gauche comme à droite, on tue des gens, peu importe le. Oui. Donc, le totalitarisme n'a pas de parti. J'ai pas dit qu'il était sans couilles, j'ai dit qu'il n'a pas de parti. Je sais pas humainement, je sais pas où ça mène d'être sans couilles, mais je sais pas, j'ai jamais essayé. Il y avait le monarchie, il y en a un, tout à fait. Il y avait le monarchie, ne pas confondre avec les orchidées. Voilà. C'est notre il n'avait qu'une seule orchidée? Non, ça n'a rien à voir. Si le film. Donc voilà. Alors Civil War, donc voilà, donc c'est l'idée. Ou alors comme dans là où il y a un masque des Anonymous. Oui, tout à fait. Oui, toi non plus, ça nous aide pas. Voilà, tout à fait. Squid Game aussi, un truc comme ça aussi. Oui, enfin oui. Un peu dans l'idée, pour parler récemment. Voilà, des dystopies, on va dire. Mais des dystopies, mais pour parler plus dans l'ancien temps, on peut penser bien sûr à Shoah, dans les années 80, 70, qui a été fait, voilà. Tout ça, si tu veux, ça m'est venu un petit peu dans la tête. Lui et Brouillard, mais surtout Shoah, encore plus avec l'histoire de présenter les gens qui ont participé. Et c'est vrai que ce bouquin est en deux parties. Une première partie où on présente tout le camp, donc le camp général, avec tous les ateliers qui sont passés les uns après les autres, les zones de travail, qui sont passés les unes après les autres, du crématoire A, crématoire B, la carrière, etc. Monsieur aime bien faire des listes, pas forcément de Schindler, mais quand même. Et ensuite, dans une seconde partie, on a les personnages, qui soient les matricules, les gens qui vont être soit tués ou qui vont survivre, et ensuite dans une dernière partie, les gens qui ne sont pas les gentils. Et enfin, dans une postface, les gens qui vont le bilan général. Sympathique comme Dark Vador finalement? Non, c'est pas ni sympathique ni gentil, c'est juste ça. Non, je demande, est-ce qu'ils sont panneaux comme Jonathan Little, les bienveillantes. Les bienveillantes, tout à fait. Est-ce qu'ils ressemblent plutôt à ça? Ouais, ça serait plutôt dans cette idée-là, oui, tout à fait. Ça serait plutôt dans cette idée-là. Moi, j'ai été marqué par le gars qui mange et qui... Ah ben, moi, c'est un bouquin dégueulasse, hein. C'est un bouquin où on parle de la vie. C'est un roman qui est très dur. C'est comme dans La Maîtrise, finalement, l'homme-machine. Ouais, en fait, c'est ça. C'est un roman qui est très dur, qu'on parle justement, un mec qui va crever parce qu'il va péter les de diarrhée, il va crever en pétant de diarrhée, il va mourir, une journée de gagner sur la mort, enfin, choses comme ça. C'est un bouquin très brut, très difficile. La plupart des gens qui l'ont lu, et étonnamment, il s'est quand même pas trop mal vendu pour le moment, mais bon, la maison d'édition est un petit peu en rupture avec moi. Ce genre de livre, c'est au Québec. Après, en général, des maisons d'édition. Oui. Et ce que c'était avant, est-ce que c'est devenu... pourquoi on est édité, est-ce qu'ils vendent et pourquoi ils font le pari d'un livre pareil? En fait, c'est une maison québécoise, donc déjà on n'est pas en France, on est au Québec. C'est une maison qui s'appelle Éditions Sans Pitié, donc tu imagines ça. Finalement non, c'est normal. Donc voilà, je montre quand même le logo ESP Éditions Sans Pitié. Ouais, ah oui. Donc c'est vrai que là ça calme. Décris-nous le Ligo, parce que pas la Ligo, la Poutine. Ils sont quand même spécialisé quand même en roman un petit peu horrifique, on va pas se mentir, horrifique, teneur sociale, beaucoup de teneur sociale. C'est un roman d'horreur ou un roman? C'est un roman, je sais pas dans quelle catégorie vraiment ils l'ont classé, en fait, c'est pas facile. Non, mais eux, ce qu'ils éditent, ils font un peu de tout. Ils peuvent faire de la science-fiction, ils peuvent faire de l'horreur, ils peuvent faire du contemporain, ils peuvent faire plein de choses, hein, du thriller basique, et également des histoires personnelles et des autobiographiques. Sans problème, il y a une fille qui écrit chez eux, qui fait une autobiographie totale sur sa vie, qui apparemment n'a pas été très drôle. Ah, quand même, il y a un lien. Non, ma vie, non, Laura Ingalls, mais en mieux, tu vois. Laura Ingalls, ça serait presque joli, quoi. Ouais. Donc voilà, dans ces maisons, il faut savoir quand même qu'au Québec, au Canada, c'est plus simple. C'est comme je pense que, sur ce que j'ai vu, au Canada, au Québec, il y a une tradition qui est quand même plus évidente pour sortir ce genre de livre. Ah ouais. Et essayer de le vendre. C'est-à-dire la vie est rude. La vie est beaucoup plus rude, tout à fait. Ça les choque moins, je pense. Nous, c'est vrai quand tu lis certains passages, je me dis, monsieur, c'est terrible. Ouais. J'ai eu des retours de lecture très bons. Ouais. J'ai eu pas mal de retours de lecture sur ce livre. Tu l'as envoyé justement à des mémoriaux Non, je n'ai pas eu de réponse. Yad Vashem, oui, suite d'Abraham, c'est ça? Non, c'est ça que tu es en train de me dire? Non, pas du tout. Non, par contre, j'ai eu des retours de lecture, de chroniqueurs, etc., qui étaient vraiment excellents. Excellents. Mais tout le monde était d'accord sur ce dernier point, très dur. Voilà, très difficile à lire, très complexe. Oui, mais comme disait le chanteur qui chantait Tomber du ciel, mais voilà, mais lui il avait un parachute. Alors que là, il y a pas un tombe du ciel sans parachute, quoi. Il disait la vie est dure, oui, mais manquerait plus qu'elle soit molle. Exactement, sinon ça serait beau. Non, c'est un roman difficile. Ouais. C'est un roman difficile d'accès. Plus que les précédents qui sont pas tendres. Clairement, je t'ai mort, était commencé déjà à aborder des thèmes un petit peu quand même complexes. Avec des descriptions de meurtres, des descriptions de gens qui sont gardés en otage d'où ça vient, cette espèce
t'as vécu... Pas du Là, tout. il y a les violons derrière, ça tombe bien. Pas du tout. Non. Je trouve ça normal d'écrire comme ça. J'écris comme ça m'est venu comme ça. Non, mais je t'as pense que- pas souffert autant, Mais garçon. j'ai absolument pas Nous, souffert. on était enfants dans la j'étais même éduqué, classe, on gambadait dans les champs de blé Picard. Et moi aussi, Euh, je sautais partout. On se tartinait du maroilles à 4 heures, ça s'est Et pas si j'avais mal des camarades, passé. on faisait pas les jeux à la bisouquette, pâteau Ouais, ah oui, cirage, alors, non, non, voilà. non, j'ai eu une vie tout à fait normale, des parents normaux Voilà, qui m'ont très alors bien d'où ça éduqué. vient ça? T'as des vies antérieures ou c'était Peut-être, pas peut-être drôle? que, Non, parce que c'est pas peut-être que comme un chat j'ai une Parlons vie. métempsychose. Ouais, peut-être que comme un chat j'ai une vie, je sais pas, peut-être que je Voilà. suis à la 6ème, encore 3 à passer, donc voilà. Voilà. Comment sera la prochaine? Peut-être que la prochaine, je rencontre une histoire de princesse et se transforme en crapaud, Oui, le prince charmant qu'on embrasse. Oui, tu vois, lapsus, t'arrives pas à dire des choses belles, quoi. Non, c'est vrai. Et pourtant, au quotidien, Martha me disait, c'est un amour. Et je suis quelqu'un de calme, je suis quelqu'un de tranquille dans la vie tous Ah, les t'as jours. besoin. Moi, tu vois, j'écris pas, donc j'ai besoin de tuer, quoi. Ah. Je te propose de lire un texte. Oui. Bah écoute, c'est le mot. Ah oui, en plus, tu prends celui-là, tu vois. Non mais j'ai ouvert une page au hasard. Ouais. On peut y aller? Bah écoute, Maurice, vas-y. T'es quoi. prêt pour ça? T'es prêt à subir les attaques d'un texte? Mais celui-ci est quand même pas mal. Itam, comme on dit chez nous. Donc chapitre 3, deuxième partie, chapitre 3, le matricule 2375. Ah, ça commence bien. Le matricule 2375 était un paysan des Basses-Terres. Il n'est pas revenu au du château, son époux se trouve dans une fosse quelque part dans la forêt jouxtant la bâtisse. Il n'était pas parvenu à sauver sa vie avant que le capitaine qui avait la responsabilité de ce bloc et le travail ne soit parvenu à compter jusque 5, un jeu terrible qui consistait à courir le plus vite possible et tenter dans un élan de désespoir absolu de toucher de l'une de ses mains la porte de l'ébénisterie présente dans la forêt avant quelques secondes, 5 environ. Abattu d'une balle dans le dos pendant sa course, puis achevé d'une balle dans la tête à bout portant. Le cours de son existence s'acheva de cette façon ignoble. Il termina donc dans une des fosses destinées à recevoir les cadavres des abattus, corps maigres, malades, qui s'abattaient en silence ou juste avec un léger bruit sourd, dans le creusement significatif destiné à les accueillir, lui et ses semblables. Des corps réduits au néant, à l'état de rien. Ouais. Il était né une trentaine d'années auparavant, dans une ferme, une famille, une fratrie de paysans, de gens de la terre, de père en fils, de mère en fille. Ici on ne savait ni lire ni écrire, sauf le minimum, juste on donnait 100% de son temps au travail et ration de la terre. Enfant, il commença, auprès de son père, à appréhender les rudiments nécessaires, afin d'aborder son futur métier de la meilleure des façons. Il se fit remarquer pour sa précocité. Vers 10 ans, il connaissait déjà le maniement de certaines machines agricoles. Vers 13 ans, il commença son travail, comme les grands, comme ses deux frères, comme son père. Il n'aimait pas rester dans la maison auprès de sa mère et ses sœurs, sauf pour les observer, nus, l'une peu près de l'autre, en train de prendre leur bain dans la pièce principale une ou 2 fois par mois. Il se trouvait avec le sexe tout dur, sa mère riait alors aux éclats, te voilà devenu un homme. Cela le jetait. Mais il en éprouvait cependant une grande satisfaction. Vers 16 ans, il rencontra la jeune femme qui allait partager quelques années de sa vie. Il accumula dans le champ du pommier. Cela demeura des plus agréables. Ses petits selles interpellés, son sexe le faisait rêver. Sa taille fine et son visage avenant lui remplissaient le cœur d'un sentiment d'amour merveilleux. Il découvra ainsi le sexe, le bonheur, leur relation secrète dura près de 2 années. Et puis un jour, le père et la fille les découvrirent nus enlacés sous les arbres, en train de batifoler. Il reçut un des plus terrifiants sermons de sa jeune vie. Et le soir même, il partit faire sa déclaration au père de la jeune femme. Et 5 semaines plus tard, ils se marièrent dans la cour de la ferme et aussi dans le lieu de culte. Et tout se précipita. Un premier fils naquit, puis un deuxième 2 ans à peine plus tard, puis une fille et une autre 5 années après. Les années passèrent plutôt sereinement, il travaillait dur. Son père mourut subitement, il récupéra la ferme car ses frères semblaient disposés de l'envie de ne pas vouloir travailler au maximum. Le plus âgé prit la décision d'un matin de gagner la ville et il travailla comme commis de boucher. Son second frère, le cadet, le rejoignit peu de temps par la suite à la boucherie. En fait, on apprit plus tard qu'ils œuvraient aux abattoirs. Ils n'en revinrent jamais à la ferme. Il prit sous sa tutelle un jeune apprenti, puis une jeune femme afin de suppléer à aider sa mère pour les tâches du quotidien, car ses sœurs avaient épousé des hommes de la campagne et se trouvaient en dehors de l'exploitation familiale désormais. Il tomba amoureux de la jeune femme, une belle brune aux longs cheveux qu'il remontait en chignon à tomber, au sein délicieux, aux fesses subtilement harmonieuses, au visage beau comme les blés, au ventre doux et soyeux au toucher. Il ne tint pas bien longtemps, une fois encore en secret, il lui fit une cour haletante. Il finit par avoir gain de cause. Le sexe le consumait au bord de la rivière, qui passait un peu plus bas, derrière la ferme. Un jour, sa femme les surprit, un scandale éclata, mais les amants tarbons, et sa femme, outrée, trompée, s'échappa, emportant la marmaille avec elle. Il ne le savait pas, mais ne devait jamais revoir ni son ex-femme, ni ses enfants de ce premier mariage. Il se réfugia sur la terre de ses ancêtres, chez ses parents. Et en secondes noces, suite au divorce prononcé, il épousa sa jeune maîtresse, qui, les 2 années suivantes, donna naissance à 2 filles magnifiques. Les ennuis arrivèrent, un sale matin, les événements se précipitèrent. Un matin, une jeep et 2 camions se présentèrent avec perte et fracas devant la ferme dans la cour.
Les coups de feu se firent entendre. La peur s'empara des personnes présentes. On tua la mère, 3G usés pour prendre la route. Une rafale de mitrailleuses. On voulut résister, se battre, mais on ne pouvait rien faire contre les armes à feu. Alors on abdiqua, on se retrouva à l'arrière d'un camion, bâché. Sa femme, ses enfants à gauche, lui et l'apprenti à droite. 2 camions différents, ils ne se retrouvèrent plus jamais. Et ils prirent la route vers un destin de cendres. Le cadavre de la mère jonchait toujours le sol de la maison lorsque les camions démarrèrent. Il ne le sut pas, mais ses filles terminèrent leur parcours quelques kilomètres plus loin, en amont. En effet, on les tua d'une balle dans la bouche. Le commandant de la mort n'aimait pas les enfants. Ils gardèrent la femme. Elle devint une pute à soldat, convaincant au mieux de rien. Mais étonnamment, elle survécut, brisée du pire des cauchemars. Son mari ne reverrait pas, elle le savait. Son cadavre sanguinolent terminant son parcours dans une des fosses de la forêt, proche de son lieu de travail, de Planif. Eh ben alors il y a à la fois l'Eros et le Thanatos, comme dans ces Oui, moments-là. tout à fait. Comme dirait Freud, mais conseillé par Carl Jung. Oui, Alors, c'est assez particulier, mais c'est l'idée. Ouais. C'est logique quand même. Oui, il y a une logique absolument démentielle. Historiquement, Il y a une logique tout à fait. Dans des moments d'ultramort, des secousses de vie, comme on dirait. Ne serait-ce que les vers sur le cadavre. Pour revenir à nos moutons, enfin, ou à nos saltabanques, ou à nos pitres. Il nous manque, parce que le monde commence à venir, et donc on ne va pas la faire longue. Il nous manque quoi? Parce que qu'est-ce qu'il nous manque? Un livre qui va arriver. Il va arriver Asphalt. Asphalt qui lui par contre sort dans une édition française basée à Lyon qui s'appelle Hugo Stern. Donc Asphalt, on va retrouver ce que je t'ai dit tout à l'heure, les personnages centraux et principaux de Terre Moche T'es mort. En l'occurrence, elle est passée commandant de police, Sophie Lebreuil, cette chère Sophie Lebreuil, et donc Davos qui est toujours capitaine mais qui va devenir donc toujours son adjoint. Et son amant, parce que les choses vont se précipiter, et vont être lancés cette fois-ci dans une course-poursuite contre le marasme politique latent d'une ville qu'on pourrait nommer Marseille. Et peu à peu, l'extrémisme va vaincre, et là ça va être assez terrifiant. Mais je ne veux pas en parler plus. D'accord. Très bien, mais on attend qu'il soit imprimé. Normalement, non, je pense que ça va pas tarder, puisque j'ai reçu la version corrigée il y a quelques semaines. Donc je pense que d'ici un bon mois, peut-être 2 mois grand maximum, il sera disponible. Alors, on est à un moment, à un instant T, comme on dit, d'une civilisation qui a été une longue civilisation du livre depuis Gutenberg, puisque c'était avant le smartphone. Ah bah oui, Gutenberg avait la fameuse clé à vis pour imprimer. Hein. Voilà, le média principal pour transmettre des idées, des pensées, bien sûr, le livre. Que ce soit déguisé en littérature. En littérature, en dessin, tu sais, les fameux dessins, on aimait bien dessiner, on appelait ça de jolis noms à l'époque médiévale, mais c'était du dessin. Là maintenant c'est vachement intéressant à vivre, mais moi je préférais le lire parce que j'adore mon confort. Là on est inconfortable. Toi tu arrives à trouver encore déjà, pas des imprimeurs, des éditeurs, ce qui est rare. Oui, non, mais les éditeurs en fait, je vais être très clair, les éditeurs il y en a quand même beaucoup. Des Français, des Québécois. Des Français et des Québécois, mais attention, il y a plusieurs types de contrats. Après ça c'est les gens qui s'y retrouvent, donc l'idéal est de trouver un contrat contre l'éditeur où vraiment l'auteur ne participe pas aux frais financiers. C'est-à-dire que l'éditeur va prendre en charge toute l'édition, toutes les facettes de l'édition, que ce soit donc de la correction, déjà se faire accepter le manuscrit par un comité de lecture, déjà ça c'est la première chose. Ensuite il va prendre en charge l'intégralité des frais, donc les corrections, la mise en page, la couverture, et potentiellement aussi la mise en distribution si possible dans les librairies, dans les relais de vente, etc. Et après, si c'est un éditeur qui fait un travail cohérent, il va aussi participer à la promotion et à vendre aussi des livres, tout simplement. Ça va être une de ses missions principales, vendre les livres et inscrire les auteurs dans les salons pour qu'ils passent dans des salons, des choses comme ça. Et c'est le cas des tiens, si je veux dire. Oui, dans l'ensemble, oui, ça va. Oui, non, ça se passe bien. Est-ce que la dernière fois... C'est pas facile, c'est un milieu très fermé, très difficile. C'était ton premier livre, tu étais plus archéologue, si je veux dire. Oui, est-ce que tu fais des salons, t'en as fait des salons? J'ai fait un salon l'année dernière à Marseille. Enfin, j'ai fait un salon plutôt sympathique à Marseille, au salon du Polar à l'Estac. Par exemple, qui s'est plutôt bien passé. On peut dire bien passé, oui. Et oui, il y a quelques possibilités. Alors, on va voir comment ça va se passer. Mais moi, maintenant, l'idéal, ce que je recherche le plus, c'est peut-être une volonté personnelle, c'est quand même des salons où les auteurs sont remboursés, enfin les frais sont pris en charge. Sinon, si c'est pour juste, voilà, je m'inscris, je paye 15 euros. Voler au musée des tessons de poterie pour revendre et payer tes frais. Payer tes frais, non, c'est vrai que. Non, mais en même temps, je ne vole pas les tessons de céramique pour les vendre aux gens, parce que surtout, ça se fait pas. Hein. Alors déjà. Il ne faut pas le faire, les gens. Hein. C'est pas gentil, c'est pas bien. En plus, il y a une loi sur l'archéologie, la loi de 1993 sur l'archéologie qui existe, et on n'a pas le droit de fouiller, de récupérer
aller bien et de les vendre. Donc ça c'est pas, c'est un Comme peu il y a exposé aujourd'hui. Indiana Jones, cette pièce a eu sa Elle est place destinée dans à un un musée, voilà. Comme la Donc, croix voilà, de Coronado. exactement. Comme la croix de Coronado qui va t'amener dans un musée. Voilà. Donc, pour revenir... Voilà, pour revenir à nos moutons, ou Oui. à nos archevêchés, ou à tout ce que tu veux. Oui, nos archimandrites. Nos archimandrites. L'idée, c'est combien chaque livre, tiens, Voilà. on prend chaque livre et combien d'éditions, combien ont été édités. Alors il y a aussi des éditions numériques. Il y a plusieurs choses qui se font dans le monde de l'édition. Tu as plusieurs façons de tirer un livre. Soit tu vas tirer 100, 200, 300, 400, 500 exemplaires, 1000 exemplaires, c'était dans une grosse maison sur lesquelles qui croient en toi. Ou alors, ça c'est des petites maisons qui ont des fonds financiers très petits. Et là, ça s'appelle un tirage à la demande. Une commande, un livre. Voilà. Oui, parce que maintenant c'est possible. Si je me souviens bien, ma première maison d'édition c'était 500 exemplaires. Donc Journal Ordinaire c'était 500. Maya c'était à peu près dans ces eaux-là, 400, 300, 400 exemplaires aussi, 500 exemplaires. Jusqu'à l'os, à l'unité. Et en France, bien sûr, très mal distribué, parce que par contre au Québec en librairie, mais en France, Amazon. Donc voilà, mais maintenant de toute façon, ça c'est collector. Vous avez eu un épisode dans une librairie d'ici, vous avez reçu les cartons qu'ils n'avaient même pas ouverts. Je ne nommerai pas je veux pas nommer la librairie, mais pas Torcatis. Torcatis par exemple, c'est ça, non? Parce que c'est pas bien. D'ailleurs, ils n'avaient pas sorti les bouquins des cartons. Voilà. Donc bon, je m'étais retrouvé. Moi j'en ai vendu quelques-uns, 4 si je me souviens bien, si ma mémoire ne fait pas. J'en ai vendu 4. 4 livres chez Torcatis, donc ça avait été assez drôle. Le livre d'Elisabeth Borne. Bon, ça m'avait permis de te rencontrer, mais il m'a bien. C'est quoi ça existe ça, Borne les Mimosas, non? Borne to be alive, Borne les Mimosas, Borne tag, enfin le jeu des billboards, enfin bon, on peut aller très loin. Voilà. Donc voilà, point. Et non, voilà. Donc après c'est vrai que t'es pas connu. Quand t'es pas connu, t'as quelque part, les gens, bon, ils vont pas forcément acheter ton bouquin. À la limite, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller dans les gros salons, genre Paris, si ta maison a la chance d'être invité dans ce salon. Fait d'être influenceuse à Dubaï et de vendre du shampoing, en fait. Ouais, ça aurait été pas mal. Si tu t'appelais Poupette Kenza. Ouais, mais j'aurais raté le vol, j'aurais atterri dans le désert. Enfin, ça aurait été moyen. T'imagines vendre du shampoing dans le désert. Longtemps, comme disait Jean-Patrick le Cap de Vienne, qui avait perdu le cap d'ailleurs. Donc voilà, en fait c'est ça. Et donc là, normalement, les prochains, là, si je me souviens bien, Hugostin, c'est 300. On tire à 300 exemplaires pour commencer. Et tu sais, même les grosses maisons d'édition, Fayard, Seuil, enfin je peux les nommer, ils ont vachement réduit. Parce que déjà, les gens achètent moins de livres. Il y a une vente, hormis quelques rares cas qui sont les méga vendeurs, je ne vais pas les nommer. Dans le thriller, tu as Cyr, tu as Tillier, enfin, tu as tous ces gens-là qui squattent Tu as Vargas, qui était archéologue d'ailleurs, qui était archéologue au CNRS, qui était archéocérès également, qui d'ailleurs sort des trucs de bons bouquins, j'aime bien d'ailleurs dans l'ensemble, souvent c'est pas trop mal. Donc tous ces gens-là qui sont les têtes d'affiche, eux, vendent 100 000, 200 000, bon ça c'est à part. Mais théoriquement, j'ai donné des chiffres qui vont te faire peur. Un premier roman, chez un primo-romancier, se vend entre 120 et 200 exemplaires en moyenne. Donc je sais pas si tu imagines. Si, en comptant dedans les primo-romanciers qui ont la chance d'accéder aux grosses maisons et qui vendent par exemple 50 000, 100 000, 150 000, 200 000, comme ça peut arriver parfois. Donc imagine un petit peu, c'est rien, être primo-romancier c'est une galère totale. Et avec le pass culture. Donc là, je sais pas où on va aller, on va voir. En tout cas, moi, je continue. On peut acheter ton. Oui, Oui, la plupart des romans qui sont là, on peut les trouver même en librairie, on peut les commander en librairie, on peut les trouver sur Internet via Amazon, via la Fnac, via tous les serveurs de vente qui existent. Aussi en support numérique. Oui, en support numérique, non. Non, d'accord. Non, sans support numérique, non. Parce que j'ai un ami qui. Moi, je te l'avais envoyé, parce que c'était le boss que j'avais reçu. Maya, le fort numérique, oui, Maya l'avait sorti. À lire sur. Maya avait sorti d'Azirel. Oui, tout à fait. Je l'ai sous PDF et Kindle, ça sort sur les formats numériques. Seulement d'Azirel, genre de colère. Les autres, non. Parce qu'il faut vendre quand même beaucoup de bouquins, il faut quand même vendre quand même un certain seuil de bouquins. Bon, ça dépend des quotas de vente en fait fixés par les maisons d'édition. Il faut franchir le seuil. D'ailleurs, Seuil, c'est une très belle maison d'édition. Donc voilà. Alors, si on peut rapprocher la chaise. Oui, on va. Martin ? Attendez, oui. Non, pardon. Non, parce que il faudra couper au montage. À faire du commerce quand même. Ouais, alors. Il faudra couper au montage, je pense, ce petit passage. Écoutez, au montage du direct, non, pas du tout. Pas du tout, on verra. Écoute, on regarde tout. Même la peau du saucisson. Même la peau du saucisson, ça se mange très bien. D'ailleurs, tu sais qu'en Picardie, on a un plat qui s'appelle le saucisson pané. Il est patin. C'est un saucisson pané. S'il est pané, il est pas mort. Il est pané, mais avec la peau de. Et si tu as bien suivi l'histoire, il est pané avec quoi ?
Je sais pas. Ben, un fromage. Ah, le maroilles. Ah, quand même. À moi, comte de Brie-de-Meaux. Voilà, exactement. Mais le Brie-de-Meaux, c'est une autre région. C'est la région parisienne. On n'aime pas trop les Parisiens. Oui. Qui Parce que Parisien, la tête capitale, ça aurait dû de... être Parigot, Amiens, tête de veau. T'as connu euh, l'histoire. Parisien, tête de chien. Parigot, tête de veau. Enfin, Oui, on mais sera par cœur. Hein. Alors, Allez, vous voulez voir quelque chose? une dernière. Vas-y. Une dernière avant de se terminer. Se l'enlever dans un des dégustations de maroilles, justement. Je mets les deux C'est. Non, la muscat d'abord et puis la bière après. L'idée, c'est la culture maintenant. Oui. On parle de l'ensauvagement. Il n'y a pas eu de transmission de culture. Pourquoi s'étonner d'ensauvagement? Qu'est-ce que tu en penses? Toi qui parles beaucoup de violence, qui écris beaucoup sur la violence. Je pense que tout simplement, Internet déjà n'est pas une source très sympathique de discussion entre les gens, parce que les gens ne se connaissent pas. Tu prends Facebook, par exemple. Non, mais il y a l'algorithme qui détermine que. Oui, c'est l'algorithme. Ça mousse pour. Excuse-moi, mais bon, la censure, ça dépend. C'est pas toujours bien mis en place, c'est pas Non, toujours mais clair. on rattrape que les Surtout les gens ne se qui connaissent trouvent pas, donc on s'autorise un petit peu à tout dire à tout le monde. C'est-à-dire via Facebook, Instagram est un bon exemple, par exemple aussi. Sur Insta, on balance tout ce qu'on veut, presque à la limite, quoi, faisant passer comme on peut. Surtout les gens ne se connaissent pas, donc c'est-à-dire on ne le connaît pas, on peut lui dire ce qu'on veut. Et je pense qu'à partir de là, une certaine violence se met en place En aussi fait, c'est un directement. lieu de la mise en scène de la méconnaissance plutôt que la connaissance. Mais je pense que les gens sont Facebook, tellement. on nous l'a vendu comme un lieu Enfin, de moi, je suis pas relier très. les gens. Moi, quoi. je l'utilise seulement pour le travail, surtout pour faire la promo pour mes bouquins, quoi, c'est tout, quoi, pour les romans. Donc, c'est quelque chose que je ne tolère pas, quoi. C'est cette histoire que les gens sont toujours branchés en permanence sur Instagram, sur Facebook. Et finalement, ils ont des copains, des amis virtuels. Bon, moi, je suis mal placé pour parler, Non, parce que je sur pense Facebook, que j'en ai c'est 5000. l'ennui pascalien, c'est le triomphe de l'ennui pascalien. Oui, tout à fait. C'est aussi une sorte d'ennui de vie aussi. C'est une vie sociale qui s'organise autour de ça, qui sont jeux faits autour de cette Sans histoire-là. prendre de risques dans la vraie vie, en fait. Ouais, c'est ça. La vraie vie est Ouais, dangereuse. tout à fait, la vraie vie est dangereuse, donc on se réfugie derrière son ordinateur, Et son téléphone. apparemment, Moi, je n'ai non, pas de téléphone c'est- portable. Elle est plus dangereuse sur les réseaux. Tu sais, moi, je que- suis mal placé pour parler des réseaux sociaux parce que, hormis pour mon travail, j'ai même pas la télévision, j'ai pas de téléphone portable. Ouais. Maintenant, c'est la seule personne ici qui est présente dans la. Ici, c'est toi et Martin qui ont un téléphone portable. Comme ça, Ouais, avec, ouais. on peut faire des films, quoi. Ouais, Moi, après, à mon c'est un époque, outil, on en fait à mon ce époque, qu'on pas en si longtemps, veut, quand on quoi. voulait faire un film, on fait prendre une petite caméra. Tu vois, Ouais, c'était ça, quoi. Je veux dire, Ouais, mais là, même dans l'archéologie, quand Ça on me fait sert une photo, mon on prend café, l'appareil. je peux quoi. prendre ma douche avec Oui, mon non, mais je portable, comprends. C'est pour la touche, tu as ta tête, Voilà, t'attends que l'eau c'est- tombe, quoi. En gros, t'attends qu'il pleuve, quoi. Voilà. C'est. Non, je fais partie des gens qui défendent pas ça. Après, chacun est libre, bien sûr. Après, la liberté de chacun. Non, mais c'est comment surtout- c'est là où elle débute. À un moment donné, c'est comme pour l'intelligence Et artificielle. ça, j'adhère On pas n'est du tout. pas égaux face aux outils, et notamment De au toute façon, numérique. t'as vu une série qui s'appelle Westworld? Oui, bien Ben sûr. voilà, donc l'intelligence Il y artificielle. avait un t'as vu, film ça avec s'appelle- Yul Brynner. Avec Yul avant. Brynner qui était la première version. Ouais, voilà. Qui était la très première bon, version. Très bon film. D'ailleurs, la série est adaptée de ce film génial. Donc, t'as vu Westworld? Donc, Et c'est t'avais un aussi- monde, c'est un monde Et il a de une série western. anglaise qui s'appelle Black Mirror. que Oui, ça, bien c'est- sûr. voilà, bien évidemment que tu as dû voir Black Mirror et Westworld. Et fatalement, l'intelligence artificielle à moyen terme, peut-être même court terme, peut mener fataliquement à des choses comme ça. Tant qu'on n'est pas singulier, tant Ouais. qu'il n'y a pas de singularité, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de en fait. danger, mais bon, voilà, le problème c'est que où se situe la limite et la frontière de la singularité. C'est ça la Le question. problème, c'est que les gens confient leur singularité à ce qui n'a plus de singularité, à savoir les IA. Oui, c'est ça. Mais les IA, voilà, après les IA peuvent te créer des mondes imaginaires, des mondes fous, des mondes faux, des mondes où n'importe quoi est tolérable, intoléré, pas par un minimum de rien du tout, et on peut vite déborder. Voilà, parce qu'en fait, le fondement social, c'est Ouais. la digue et le contrat social. La Digue, excellent film d'ailleurs en parlant de ça. D'ailleurs, Oui. La Digue, excellent c'est film moyen métrage. D'ailleurs, qui justement renvoie encore à ce genre de discussion, justement. Alors, la culture, en fait, que ce soit la mise en scène De Schroeder, du je me souviens bien. théâtre, du livre Oui, ou de la peinture, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est la différence dans la mondanité Oui. qui prend au Oui. sens littéraire à la Oui, culture, oui, oui. parce qu'elle est Non, prétexte à boire du champagne. moi, je vais encore être carrément plus tendancieux que ça. Je dirais qu'aujourd'hui, les gens, Vous voulez vous hormis- mettre dans le coin là-bas aujourd'hui, Allez, les gens ne lisent plus beaucoup. Mhm. Les gens, mais en fait, quand ils lisent, ils vont acheter leurs bouquins au supermarché. Comme maintenant, tu trouves la plupart des grands hits de la littérature de tout genre au supermarché. C'est-à-dire que maintenant, les gens vont pratiquement plus en librairie. Les gens, des librairies ferment.
Comme les cinémas ont commencé à fermer dans certaines villes moyennes aussi, même dans les grandes villes, maintenant les librairies commencent elles-mêmes aussi à fermer parce que les gens maintenant achètent les gros bouquins. Et la ménagère de 50 ans, c'est devenu, même maintenant la ménagère de 40 ans, on peut parler comme ça. On peut fourguer. Et va acheter son jambon ou son beefsteak pour la famille, va aussi acheter son bouquin de je ne sais quel auteur, et peu importe, dans un supermarché. On est en train de délocaliser la culture. On est en train de délocaliser la culture, en fait, tout simplement, de leurs lieux originaux. Et ça, c'est un petit peu dangereux, je trouve. Enfin, on la mélange à produits de grande consommation. On la mélange, oui, tout à fait. C'est un peu comme les usines de coton. Oui, mais ça a commencé, mais ça, c'est encore un autre problème. Ça, c'est parce que vous faites la délocalisation. Oui, la ville a été détruite. Oui, à Amiens, pareil, 80%. Oui, quand tu vois les photos de la cathédrale d'Amiens, pardon, c'était terrifiant. Par exemple, ou de Reims aussi, pareil, la même chose. Mais aujourd'hui, on est en train d'assister à une délocalisation générale des lieux de culture originaux, donc ça c'est un petit peu grave, je trouve. On mélange la culture avec les produits de grande base, de grande consommation. Ça, je trouve ça un peu déplacé. Enfin voilà. Donc pour conclure, j'imagine que tu vas me poser la question, est-ce que tu as des projets, c'est ça? Alors on va parler de ce qui t'amène, à part la bière, ici, parce que tu es reçu par un cercle. Ah oui, pardon, oh là là, oui, tout à fait, oui, oh, je m'excuse. Nous serons, moi et mes livres, cet après-midi à 14h dans un petit restaurant sympathique, j'ai oublié le nom du restaurant. La Gardiane. La Gardiane, voilà, c'est ça, un restaurant La Gardiane. Et nous sommes reçus par un groupe de lecture sympathique avec lequel je suis en contact depuis, dirigé par dont la responsable se nomme Martine Paradis, qui est une personne charmante et adorable. Qui depuis plusieurs semaines, nous sommes en contact très avancé. Elle m'avait fixé les dates, j'avais refusé pour diverses raisons personnelles. Et enfin, ça a collé. Et donc je peux rencontrer ces braves gens, c'est des gens qui sont des lecteurs assidus et intéressants et intelligents, et ça fait plaisir. Donc je vais leur proposer, un peu comme ici avec toi, je vais leur proposer mon travail, je vais leur présenter mon travail et essayer de leur faire comprendre que mes bouquins sont bons à lire. Voilà. Donc c'est ma venue à Perpignan et pour ça. Donc à 14h, donc c'est-à-dire dans pas très longtemps, dans 2 heures en fait je dois y être finalement là-bas. Et donc rencontrer cette brave dame. Côté de la gare, pas très loin de la gare, oui, tout à fait. Roman de gare côté Rodon, c'est pas du roman. Tu veux que je te lise ça à nouveau? Non, ça sera pas vraiment. Si tu lis ça, tu vas faire déprimer les gens. Là, je vais m'abstenir. Donc, est-ce que tu as un site où on peut retrouver tout ton livre? Mon Facebook, et j'ai aussi un groupe de lecture. Un groupe de lecture qui s'appelle la lecture et les auteurs. Très bien. Sur Facebook, là aussi. Et on est à peu près 800 abonnés maintenant qui viennent me voir, me visiter, me poster ce qu'ils veulent. Moi, je suis très tolérant. Donc, à partir du moment où on ne me met pas des photos des minables de base, ça va. Voilà. Mais donc, les lecteurs et les auteurs. Et ça, c'est pas mal. Pascal Alliot, merci. Mais de rien. Voilà, c'était très bien. Ça t'a plu? Non, c'était bien? C'était joli? Je n'arrête pas. Vous avez la blabla. Non, mais ça t'a plu, honnêtement? Je vous donne la bière. Oui, tout à fait. C'était quoi déjà? Une ambrée? On lui offre ça, camarade? Pas de money. Tiens, si tu veux faire des bons rêves. Oui, non, mais moi je prends tout si j'ose dire. Ah, tu prends tout? Mais tu l'avais déjà, celui-ci? Non, celui-là je l'ai. On lui donne je les l'ai deux, passé au polar. C'est pourquoi, bien sûr. La poste polar, tu l'as pas rendue? Non. Oh, purée, celle-là, il faut que j'aille la voir. Elle m'a pas répondu. T'es en discussion avec elle Mais j'aimerais bien, je veux dire, mais le problème, c'est que j'attends la sortie d'Asphalt. Parce qu'Asphalt est vraiment un vrai polar thriller.